dès le début, dans le jeu de rôle, on a vu apparaître les maladies, alors de façon un petit peu fragmentaire, pour ainsi dire, après quelques décennies de maturation, avant d'arriver à des vraies sections de règles qui leur sont dédiées. Alors la question que je voudrais poser, c'est comment les maladies et leurs soins sont-elles représentées dans les jeux de rôle médiévaux fantastiques? Et pour débuter, je citerai James Jacob, fondateur de Paizo et créateur de Pathfinder, qui expliquait en préambule d'une campagne de jeu de rôle que les maladies ne sont qu'une plaisanterie dans les règles du jeu. Mais alors, pourquoi sont-elles une plaisanterie? Et ça nécessite qu'on commence par aborder les mécaniques de jeu en tant que telles, et notamment la maladie. La maladie en tant que mécanique de jeu, ça repose sur 3 concepts. Le premier, ça va être les causes de ces maladies, que je divise en 5 de ce que j'ai pu trouver. Cause naturelle, c'est-à-dire un coup, une morsure d'un adversaire contaminateur. C'est d'ailleurs une des premières causes à apparaître de ma connaissance, avec la tique géante dans Donjons et Dragons 1, par exemple, avec l'Otyug que vous avez là dans divers systèmes de jeu. On a aussi la cause magique, avec des sorts qui, dès le départ, sont supposés causer des maladies, comme guérison des maladies qui peut faire l'inverse. On a aussi le contact avec un objet contaminé. Alors, juste un exemple, des Plague Bolts dans la 2e édition de Donjons et Dragons, qui fonctionnent un peu comme les flèches d'Apollon dans l'Iliade, ou encore, plus rare, l'ingestion et l'inhalation comme cause de maladie, et enfin la possession par un esprit de la maladie, ce que je n'ai trouvé que dans RuneQuest à ma connaissance. Deuxième concept important, la notion d'incubation, qui n'apparaît pas à ma connaissance au tout début, qui va mettre un petit peu de temps à arriver dans le jeu de rôle. Et troisième concept, les effets des maladies, que je divise en 3. L'effet le plus fréquent dans ce que j'ai trouvé, c'est la perte de caractéristiques à intervalles réguliers, soit jusqu'à la récupération, soit jusqu'à la mort. Donc premier effet. Deuxième effet, la mort en tant que telle. Vous avez là le cas de la morsure du rat la morsure du rat en 83. Et puis aussi, on a vu apparaître au fur et à mesure du temps d'autres types d'effets, qu'on va dire des effets d'état, d'aveuglement, ou, à titre d'exemple, ce que j'ai pu trouver dans Donjons et Dragons 3, la morphin, qui était une maladie qui empêche le personnage de se nourrir ou de se soigner par l'ingestion de potions. Donc des choses, des fois, assez imaginatives quand même. Ces effets, ils sont soit instantanés après la période d'incubation, et ils arrivent entiers à ce moment-là, c'est ce qu'on trouve plutôt dans Donjons et Dragons, soit aussi ce que j'ai pu trouver dans certains systèmes, c'est des effets qui vont être échelonnés, c'est-à-dire qu'on a un premier stade de la maladie, et puis au fur et à mesure du temps, le personnage va se déplacer sur une espèce d'échelle de la maladie, soit reculer et venir à l'état, on va dire, de santé, soit se dégrader jusqu'à l'état final, la mort par exemple. Donc en gros, on a on va dire, de ce que j'ai pu voir, 2 conceptions de la maladie. C'est soit une simple mécanique chiffrée, soit ça va être une mécanique qui va être différenciée du reste du jeu avec sa propre temporalité, c'est ce que je disais avec les effets échelonnés. Deuxième élément que je voudrais aborder, c'est les soins des maladies dans les jeux de rôle, et le premier de ces soins, ça reste le soin magique, avec des sorts comme guérison des maladies et tout ce qui va avec, et aussi avec toute une série de capacités qui sont offertes aux personnages pour se prémunir des maladies, pour aussi soigner les autres. Même si j'ai quand même l'impression, et en allant comme ça dans le sens de ce que disait James Jacob, j'ai plutôt l'impression que cette quantité non négligeable de méthodes de soins ou de prévention a quand même tendance à trivialiser la maladie, surtout quand on rajoute à ça le fait que la maladie, c'est juste un jeté de dés dans ces systèmes-là. Et c'est pour ça que dans certaines autres occurrences que j'ai pu trouver, on a des tentatives pour rendre la magie de soins des maladies plus difficiles, comme dans Pathfinder 2, où on a enlevé carrément les immunités et où on a enlevé aussi l'automatisation en fait, de ce soin. Parmi les méthodes non magiques de soins des maladies que je voudrais citer, il y a déjà les potions, mais on ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est souvent un décalque de ce qu'on trouve dans la magie. On a aussi un système de soins qui est fondé sur les plantes que j'ai trouvé dans Middle Earth Roleplaying, avec une page très longue de plantes extrêmement diverses, avec leur rareté, avec leur milieu, avec leur climat, avec leurs effets, avec leur forme, avec comment est-ce qu'on doit les préparer, enfin quelque chose d'extrêmement, extrêmement touffu.
qui n'a, à ma connaissance, jamais vraiment été réutilisé pour les soins des maladies. Peut-être à cause de sa complexité d'ailleurs. Autre méthode de soins des maladies que j'ai pu trouver, ça va être des soins, on va dire, plus médiévaux, avec des grosses guillemets, que j'ai pu trouver notamment dans Warhammer, qui s'est un peu fait, qui est vraiment rentré dans ce créneau-là, avec le soin des symptômes par eux-mêmes, en partant du principe que quand on est affecté par une maladie extrêmement grave, c'est uniquement la résistance individuelle qui va compter, et puis c'est tout. Mais sinon, on trouve donc comme méthode de soin, on trouve des onguents, on trouve des huiles, on propose aussi des inhalations de fumée sulfureuse, de frotter la zone malade avec des substances nauséabondes, ce qui est d'ailleurs quelque chose qu'on faisait vraiment au Moyen-Âge. Et à la période moderne, etc. Et puis, dernière méthode de soin, le repos en tant que tel, qui, pour certains cas, peut soigner entièrement la maladie. Pour finir sur le concept de jeu, je voudrais voir les rapports entre jeu de rôle et épidémie. Et c'est peut-être un biais de confirmation, mais j'ai pas trouvé tant que ça d'épidémies dans les jeux de rôle médiévaux fantastiques. Par contre, quand j'en ai trouvé, elles sont souvent extrêmement violentes et extrêmement sombres. J'ai 3 exemples. J'ai un jeu de rôle entier qui s'appelle Macadabre et qui se passe pendant une épidémie de peste au XIVe siècle, où on incarne où les joueurs incarnent des médecins de peste, qui propose une version très sombre et très caricaturale de ce qu'est la médecine et de tout ça au XIVe siècle, mais c'est pas le sujet. On trouve aussi une mécanique de jeu avec un sort dans la 2e édition de Donjons et Dragons qui s'appelait Scourge, j'ai pas trouvé en français, qui expliquait des mécaniques aussi précises avec des jeux TD, des pourcentages pour savoir ce qui se passait si la personne affectée rentrait dans une ville densément peuplée. Et puis aussi l'épidémie comme cadre de campagne avec la malédiction Utron écarlate, qui est une campagne de Pathfinder et dont un chapitre entier est dédié à une épidémie qui est l'épidémie de voile de sang. Dans les 3 exemples que j'ai présentés là, l'épidémie, ce n'est jamais quelque chose de naturel. C'est toujours quelque chose qui est intentionnel, qui est amené par un être mauvais. Donc ça, c'est le premier point commun entre les 3. Deuxième point commun, c'est que par contre, une fois que l'acte intentionnel est fait, la maladie redevient un aspect totalement normal, totalement naturel, et la nature reprend complètement les droits là-dessus. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu d'épidémies à ma connaissance? J'ai pas de réponse concrète, j'ai 3 hypothèses qui valent ce qu'elles valent. La première, c'est que l'épidémie, dans les périodes médiévales et modernes, c'est quand même avant tout un fait urbain, et il y a énormément d'aventures de jeux de rôle qui sont des aventures plutôt rurales. Donc déjà, on quitte des milieux densément peuplés qui sont propres aux épidémies. Aussi, peut-être à cause de l'apparente trivialité des soins des maladies et des maladies en elles-mêmes. C'est d'ailleurs l'argument de James Jacobs, si on va un peu plus loin dans ce qu'il raconte. Pour lui, les maladies, c'est quelque chose qui ne fait absolument pas peur aux joueurs parce que c'est lent et parce que c'est extrêmement facile de s'en défaire. Mais ça, c'est un argument qui n'est valide qu'en apparence. Si on va un peu plus loin dans ce chapitre-là, on a un encart de l'auteur du chapitre qui s'appelle F. Wesley Schneider qui dit que si on prend des règles officielles de Pathfinder à ce moment-là, on a finalement que 0,1% de la population qui est capable de soigner magiquement les maladies. Ce qui fait très peu, et que dans le cas d'une épidémie très virulente, comme c'est le cas dans cette campagne-là, eh bien, les capacités magiques de soins sont très vite dépassées et on se retrouve avec une crise sanitaire qui fait que quand on joue cette campagne-là, on se croirait en 2020. Enfin, peut-être 3e et dernière hypothèse, c'est assez difficile, et ça rejoint ce que je disais là, c'est assez difficile de jauger la difficulté d'une épidémie, la difficulté à s'en défaire, et ça nécessite soit des modèles extrêmement compliqués et donc des brouettes de dés pour essayer de vraiment trouver un fonctionnement réaliste, entre guillemets, ou en fait trouver un équilibre devient extrêmement difficile. Voilà, à mon avis, pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas plus d'épidémies dans les jeux de rôle. Ensuite, je voulais définir ce que sont des maladies dans des jeux de rôle, et pour ça, je vais commencer par dire qu'une maladie dans un jeu de rôle, c'est quand même avant tout une grosse série de confusions. Confusion entre maladie et poison, confusion entre maladie et malédiction dans cette espèce de grande famille qu'on appelle les afflictions, confusion aussi entre maladie physique et maladie mentale, entre autres.
Alors, la confusion entre maladie et poison, c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment parce que c'est très proche d'un point de vue mécanique dans les mécaniques de jeu. C'est aussi très proche dans certains objets, comme là, vous avez le baume de Keoctome dans Donjons et Dragons, qui est capable de soigner et les maladies et les poisons, et en plus de redonner des points de vie. Et en fait, la seule chose qui change globalement et le plus souvent entre les poisons et les maladies, c'est que la maladie, c'est quand même beaucoup plus lent que le poison. C'est pas quelque chose de complètement aberrant d'un point de vue historique. Dès l'Antiquité, et puis même encore au Moyen-Âge, et encore à la période que j'étudie au XVIe siècle, on parle de venin de peste. Donc en fait, dans la science de l'époque, on associe encore poison et maladie de façon tout à fait normale. Et vous avez aussi des médicaments qui sont encore employés pendant toute la période Moyen-Âge et période moderne, comme la thériaque, qui est en fait un espèce de médicament à spectre très large, supposé guérir les empoisonnements, les venins, les maladies, parce que ça compose... En fait, c'est un antivenin avec 50, 100 ingrédients selon les modèles. Donc voilà. Deuxième confusion, la confusion entre maladie et malédiction. Alors, j'y vois pas d'aspect très historique. Je l'ai surtout trouvé par rapport à deux afflictions très spécifiques. La lycanthropie, la putréfaction de la momie, qui ont commencé comme maladie, soignables par de guérison des maladies, et puis petit à petit on a commencé à leur enlever, mais au début on ne sait pas trop si on l'enlève ou pas. Enfin, ça a l'air un petit peu compliqué. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ces confusions entre ces trois afflictions ? Je pense que c'est déjà d'un point de vue de simplicité, de conception de règles. On ne veut pas multiplier les règles ad nauseam et en fait donner des mots de tête pas possibles au maître du jeu. Mais en même temps, on ne peut pas non plus les soigner de la même façon, ce qui fait qu'on est toujours un peu entre deux, j'ai l'impression, dans les livres de règles, et on ne sait jamais trop sur quel pied danser, à ce point de vue-là. Pour terminer sur l'aspect confusion maladie mentale, maladie physique, c'est quelque chose que j'ai vu apparaître dans les premières éditions, les éditions les plus anciennes, où on avait souvent l'association de la folie à une maladie, et le fait qu'on pouvait guérir la folie, même avec une guérison des maladies, ce qui pose pas mal de problèmes épistémologiques à mon avis. Et c'est quelque chose par contre que je trouve beaucoup moins, et notamment j'en veux pour preuve le fait que dans le livre de base, je crois, de Pathfinder 2, où c'est le guide du maître du jeu, je ne sais plus, on a un encart spécifique qui dit qu'ils ont enlevé les maladies mentales parce que c'est quelque chose avec lesquelles on a fait n'importe quoi pendant très longtemps, et que c'est très dur de faire une représentation qui soit respectueuse pour l'ensemble des joueurs. Donc c'est plutôt à chercher une évolution qui est à chercher du côté des réflexions sur le consentement et ce genre de choses. La maladie dans le jeu de rôle, c'est quelque chose de naturel, j'ai essayé de le dire. C'est aussi quelque chose de divin, c'est un attribut de certains dieux. Dans les panthéons polythéistes qu'on trouve souvent, on a Urgatoa dans Pathfinder, on a Nurgle dans Warhammer, par exemple. Ce qui renvoie à la fois à l'idée de dieu à attributs qu'on peut trouver dans l'Antiquité, mais aussi à l'idée d'un espèce de manichéisme très chrétien et très médiéval, avec des dieux qui sont quand même fondamentalement mauvais. Ceux qui transmettent les maladies. Alors que des gens comme Apollon, enfin des dieux comme Apollon dans l'Iliade ou dans la mythologie grecque ne sont pas des dieux fondamentalement mauvais. Ensuite, je voulais voir les rapports entre maladies réelles et maladies fictionnelles, parce que même si les maladies c'est quelque chose qui, je l'ai dit, qui est assez trivial d'un point de vue mécanique, ça n'empêche que les auteurs écrivent des descriptions qui sont souvent horribles de ces maladies, parce que la maladie, ça a quand même un très gros potentiel émotionnel. Ça éveille la peur. Quand on pense à la peste bubonique ou à la peste noire, on a tous des images des rues d'Europe au Moyen-Âge, des monceaux de cadavres, etc. Et de fait, on trouve les grands tueurs de l'histoire dans les listes des maladies présentées dans le système de jeu. Avec quand même deux limites. Déjà, elles sont souvent beaucoup moins nombreuses que les maladies inventées. Ça, c'est la première chose. Et aussi, elles sont souvent beaucoup moins violentes. Là, vous avez le tableau un petit tableau que j'ai fait à partir de quelques exemples de maladies dans Pathfinder 2. La peste bubonique est la plus violente des maladies réelles présentées dans le système de jeu. On a un niveau de dangerosité de 3. Elle est dépassée largement par le limon pourpre de niveau 15, qui est une mycose. Voilà, donc ça vous donne un peu une idée de la chose. Mais une mycose avec une description complètement horrible, hein. Mais voilà. Donc, en fait, on a des maladies réelles, mais elles sont souvent très différentes de ce qu'on a, très différentes de ce qu'on connaît nous, parce qu'il faut aussi rentrer dans le côté épique, en fait, y compris dans les maladies, visiblement.
Pour terminer, je voudrais m'arrêter sur quelques figures de soignants qu'on peut voir dans les jeux de rôle, avec le premier qui est apparu de façon historique, c'est le soigneur divin, avec les clercs, puis rejoint par les paladins, puis rejoint par les druides, qui vont chercher, à mon sens, dans une espèce de double tradition. On est là encore toujours dans une hésitation contemporain médiévale. D'un côté, on est contemporain parce qu'il y a quand même une grosse logique du care, de la médecine contemporaine britannique. Et en même temps, on a cette idée du soignant qui est là pour faire l'intercesseur entre le dieu et le malade, donc comme les rois guérisseurs des écrouelles, les saints intercesseurs de peste au Moyen-Âge comme Saint-Roch. Donc on est un peu dans cette espèce de mélange médecine contemporaine de soins, mais magique, et puis aspect médiéval. Deuxième figure du soignant, ça va être le soignant profane. Là aussi, j'ai trouvé plus ou moins 2 exemples. Alors il y en aurait sûrement d'autres, mais déjà on a les rôdeurs, qui pour moi n'ont absolument rien d'historique, mais vont plutôt chercher du côté de Tolkien et d'Aragorn plutôt que quoi que ce soit. Et l'autre figure de soignant profane, ça va être l'alchimiste et ses équivalents, qui va être représenté comme un alchimiste médiéval, mais qui en fait n'a pas grand-chose à voir avec l'alchimiste médiéval. Il va beaucoup plus chercher, à mon sens, du côté de la médecine chimique du XVIIe siècle, Paracels et les médicaments à base de produits chimiques. Et encore plus, c'est encore plus un héritage, à mon avis, mais après c'est très personnel comme interprétation, des médecins de la littérature fantastique du XIXe, des Frankenstein, des Dr Jekyll et autres. Enfin, pour terminer, je voudrais parler des soignants historiques parce qu'on trouve quand même des références visuelles et puis même dans la conception de certains personnages aux soignants historiques tels qu'ils ont existé en Europe au Moyen-Âge. Alors par exemple, si on prend Warhammer, on peut y jouer un médecin, mais en fait, on se rend assez vite compte quand on lit la description de ce qu'il fait que c'est quelqu'un qui va mettre les mains dans les blessures et les mains dans le cambouis, ce que ne font pas du tout les médecins au Moyen-Âge, donc on est plus proche du chirurgien. On a aussi d'autres archétypes qui vont aller chercher du côté du médecin, comme des médecins de peste, ou encore comme cet antagoniste de la malédiction du trône écarlate, qui est donc le médecin de la reine, qui est représenté comme un alchimiste avec sa potion, comme un chirurgien avec ses petits outils dans la poche, mais aussi comme un médecin. Et c'est là-dessus que je vais terminer, sur l'attirail du soignant, on va dire historique, quand on veut se rattacher à l'histoire, ça va être la panoplie du médecin, qui est assez, à la fois, en fait, qui est un mélange de réalité et de fiction. Vous avez la longue robe ou le long manteau en cuir ou en tissu foncé, qui est historiquement attesté partout, y compris dans les sources que moi j'étudie pour le XVIe siècle. Et en plus de ça, vous avez aussi l'objet que tout le monde connaît, parce que tout le monde l'a déjà vu, c'est ce masque d'oiseau, qui n'a rien d'historique. En fait, on le voit dans quelques gravures, mais super tardives en fait. Là, vous avez une gravure de 1656, on le voit dans un manuel de médecine de 1720, mais en fait, il n'est jamais vraiment utilisé, si on en croit les historiens qui se sont penchés sur la question. Alors, pour conclure sur les maladies dans le jeu de rôle, d'un point de vue conceptuel, j'ai l'impression que la maladie, c'est quand même avant tout un trompe-l'œil, c'est-à-dire que ça fait peur de loin, quand on lit les descriptions, quand on lit les effets, et puis après, quand on se rapproche, on se rend compte que ça a finalement une assez faible dangerosité. En plus de ça, d'un point de vue de la définition, c'est quand même assez difficile de distinguer les maladies des autres afflictions, ou même d'autres éléments, et ça, peu importe le système de jeu. Mais on a quand même on va dire, aujourd'hui, alors en me fondant essentiellement sur Pathfinder et sur Donjons et Dragons, mais on a quand même une évolution dans la prise en compte de la maladie, et on a 2 approches qui se distinguent. On va avoir la maladie qui est vue dans une approche, on va dire, simplificatrice, c'est-à-dire c'est un simple jeté de dés. On essaye de faire en sorte qu'elle prenne le moins de place possible, que finalement ça laisse de la liberté aux joueurs et aux maîtres du jeu. Et en même temps, la dangerosité des maladies est complètement contrebalancée par tous les outils qui sont mis à disposition pour les éviter, parce que c'est considéré comme en fait une nuisance et une déviation de la narration, et qu'on n'a pas forcément envie de cette déviation. Et puis vous avez une autre approche
que j'appelle une approche différentialiste, c'est-à-dire que la maladie est prise en compte comme un élément à part entière, avec son propre fonctionnement, avec ses échelles, avec sa complexité. Et ça peut alors à ce moment-là devenir une déviation dans la narration. On embrasse le fait que ça puisse être une déviation avec de vrais enjeux et une vraie difficulté. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci. Des questions? Oula, il y en a plein. On va faire... Merci pour ce sujet. Est-ce que tu aurais des recommandations à partir de tes lectures ou de tes propres réflexions sur comment jouer des maladies de manière à la fois spécifique, donc différente du reste, et intéressante pour les joueurs ou pour la narration? Après, en fait, je pense que déjà, je ne me suis pas vraiment posé ce genre de questions et c'est très 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 loin de mes bases, alors je vais tenter quelque chose. Pour qu'une maladie soit vraiment intéressante, à mon avis, il faut qu'elle ait de l'enjeu. Enfin, si c'est juste, c'est le matin, je vais lancer mon jet de constitution pour savoir si je suis toujours malade ou pas. Je suis malade, je lance un D4 pour savoir qu'est-ce que je perds. L'intérêt est assez mineur, donc il faut lui mettre de l'enjeu. Après, en fait, tout dépend ce qu'on veut en faire, si on veut que ça ait vraiment de l'impact ou pas. Soit on décide qu'en fait on les enlève et puis comme ça on s'en porte que mieux et on va rester sur notre narration, sur notre histoire épique et puis voilà. Soit on lui donne une vraie difficulté, mais sans forcément que ce soit des brouettes 2D, etc. Je pense qu'il faut quand même donner des clés aussi pour juste le faire de façon narrative, en fait. Pas forcément... Voilà. Bonjour. Moi, je me demandais si dans le corpus que vous aviez exploré, vous étiez tombé sur des jeux de rôle qui étaient plus narratifs et moins dans l'exploration et le dungeon crawl, qui utilisaient justement la maladie ou l'épidémie de manière intéressante ou de manière peut-être plus centrée autour de ça. Alors, Macadabre me vient en tête de ce point de vue-là. Après, j'avoue que j'ai constitué mon corpus en amateur absolu, c'est-à-dire que j'ai fait à partir de ce que je connaissais et à partir de et puis après j'ai circulé autour de ça, ce qui fait que je suis jamais non. Et puis aussi je suis resté dans des systèmes que je comprends à peu près, parce que j'avais pas le temps aussi de voir tous les systèmes de règles et puis tous les éléments, donc j'avoue que voilà, je suis resté sur mes bases. Merci pour la présentation. Est-ce qu'il n'y aurait pas une réflexion à faire plus globale sur la représentation de la santé dans le jeu de rôle, et se dire que notamment le fait que ce soit amalgamé à la vitalité et que dans la plupart des systèmes on a un système de points de vie et qu'en fait c'est réellement ça l'enjeu du personnage sur sa vie ou sa mort, c'est ce système de points qui est très très différent de notre organisme, il me semble, et que du coup est-ce qu'il n'y aurait pas une différenciation à faire ou une exploration à faire du côté des jeux qui représentent la vitalité différemment que par un système de points de vie, et se dire est-ce que ces jeux sans PV, est-ce qu'ils sont effectivement avec des maladies plus virulentes ou mieux représentées ou plus intéressantes? J'avoue que j'ai aucun exemple en tête, mais peut-être que ce serait quelque chose à explorer, j'avoue. Merci pour cette présentation. Je me posais la question, est-ce que dans ton travail de recherche, tu as pu trouver des systèmes de règles qui disaient la maladie un peu comme élixir, qui forcent un peu les joueurs à travailler leur roleplay autour de ça? Est-ce que tu connais le jeu élixir? Alors, c'est-à-dire des systèmes qui ne soient pas juste basés sur... La maladie a un impact sur le roleplay du personnage, sur sa façon de jouer, sa façon de parler, des actions qu'il doit faire en dehors du jeu. Dans Donjons et Dragons 3, avec des trucs comme la morphin, il y avait la cécité foudroyante, je sais plus quoi, quelque chose qui tuait le personnage et puis qui le réincarnait en monstre sans visage qui allait tuer des gens. Mais il y a eu des expérimentations de ce point de vue-là. Je pense aussi, mais voilà, il y a eu des expérimentations. Après, je ne sais pas dans quelle mesure ça a été généralisé, dans quelle mesure ça n'a pas été abandonné aussi, dans ceux que j'ai étudiés en tout cas.
Merci beaucoup pour cette présentation. J'aurais une question, c'est comment est-ce que tu analyserais des exemples alors, de maladies qui ont été utilisées un peu comme ou des moteurs de campagne ou qui vont être alors, un peu centrales, mais sans que ce soit directement la maladie qui soit traitée. Je pense dans Tomb of Annihilation, une campagne pour DD, où il y a une maladie, une sorte de malédiction qui touche apparemment les personnes qui ont été ressuscitées, qui est le cœur ou le début de la campagne. Mais je pensais surtout, le premier exemple que j'avais, c'était, je ne sais pas si tu connais Guild, la quête des origines, peut-être j'aurais peut-être été un peu jeune. Ça rappelle quoi? C'est comme les études, tu connais ça, non? Où en fait il y avait différents peuples, et puis chacun avait un objectif, une quête, justement quête des origines, et un des peuples, les Vendis, avait été touché par une maladie qui s'appelait la langueur, et en fait les gens devenaient de plus en plus amorphes jusqu'à disparaître totalement. C'était le secret qu'ils allaient devoir trouver et puis aller chercher sur un nouveau continent qui était apparu, donc c'était un peu central sur ce peuple-là. Et puis en termes de campagne, comment est-ce que tu le classerais dans ton système de représentation? En fait, je sais pas. Aurélien, je sais pas comment je le classerais. Là, comme ça. Faut que j'y réfléchisse un peu plus là-dessus. Ouais. Merci déjà. Tu as évoqué très rapidement la notion de santé mentale et de représentation de la santé mentale. Visiblement, la solution, ça a été de retirer la notion de santé mentale. La question que j'avais, c'était quelle est selon toi la place de la notion de sensibilisation aux troubles de santé, et plus particulièrement de santé mentale, dans le jeu de rôle, et comment ça peut être fait de manière, entre 12 000 guillemets, intelligente? Tu as 4 heures. Décidément, j'ai que des questions. Je sais pas, c'est très loin de mes bases. Je sais pas du tout comment. Je sais pas du tout, et je sais même pas si. Enfin, faudrait vraiment y réfléchir. Je pourrais difficilement y répondre. Mais déjà, en fait, ne serait-ce qu'avoir des encarts qui disent. Pour le maître du jeu, même pour les joueurs, attention, la santé mentale, c'est quand même quelque chose avec lequel on a fait n'importe quoi, que ce soit pour des joueurs débutants ou des joueurs confirmés. On a fait n'importe quoi pendant longtemps et il faut être super vigilant. Donc réservez ça pour du roleplay et puis aussi garder la main si jamais vous voyez que ça va pas. Enfin, on arrête tout et puis voilà quoi. Après, d'un point de vue sensibilisation. C'est très compliqué. Je pense que ce serait vraiment compliqué Enfin, je sais pas, c'est à mon avis faisable. Et à mon avis, il y a des jeux de rôle qui essayent la santé mentale dans des œuvres de sensibilisation. Mais là, comme ça, comment le faire de façon intelligente? Oui, non, bien sûr. En fait, je suis, étant de formation, on va dire historienne, je passe mon temps à constater ce que les gens font et pas à réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait faire mieux. Ce qui fait que je sais pas trop comment répondre là-dessus. Merci pour cette présentation. J'avais deux trucs. Il y a une épidémie qui m'est venue en tête tout de suite, qui n'est pas apparue dans le corpus, c'est celle des zombies, qui est assez classique et qui là en général a un gros enjeu, mais c'est vrai que c'est plutôt dans le contemporain. Et il y en a un autre jeu auquel je viens de penser qui avait dans le genre de décor une maladie importante, c'était Shadowrun, qui transformait je ne sais plus comment elle s'appelle cette maladie, le syndrome de... Je sais plus. Non, quand les humains se transforment en zombies, en vampires, les elfes en banshee, les quoi? Voilà, c'est ça. Mais alors du coup, c'est pas des enjeux médiévaux, c'est pour ça. Et je pense à ça dans le genre représentation, parce que je trouvais la question super intéressante d'essayer d'élargir en disant que finalement, c'est une question de représentation de la santé dans les systèmes modernes où finalement, il y a des hôpitaux, il y a des trucs où on n'a pas tout à fait les mêmes approches, alors que là, effectivement, le soigneur divin apporte quelque chose qui trivialise les choses, qui rend à la fois la maladie pas très ludique de toute façon. Bref, voilà. Bon, c'était juste pour ajouter ça éventuellement si un jour dans le corpus, voilà. Mais c'était intéressant. Après, j'avoue que je me suis laissé de côté les thématiques contemporaines déjà parce qu'en fait, je voulais ce rapport entre médiéval historique, magie, que on perd avec l'arrivée de la technologie dans les systèmes modernes, dans les systèmes qui se passent dans un monde moderne. Je trouvais qu'on perdait cet aspect-là, même si. En fait, quand on regarde certains systèmes de jeux qui se passent, de jeux de science-fiction,
on est sur de la magie avec un autre nom, quoi. Enfin, c'est... Donc bon. Et du coup, d'ailleurs, les zombies, on perd la technologie souvent, quelque part. Enfin, on récupère des restes de la civilisation. Oui, je vois. Même si c'est souvent dans un contexte post-contemporain, il y a eu des adaptations plus classiques. Ouais, mais voilà, c'était... Ok, on n'a plus le temps pour d'autres questions. Merci beaucoup encore. De rien, avec plaisir. Merci.